Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo. Nous continuons notre leçon en histoire sur gouverner la France depuis 1946. La dernière fois, vous deviez réaliser une activité en autonomie sur l'opinion publique française qui doute de plus en plus à partir des années 1970. Et vous vous étiez notamment focalisé sur les événements de mai 1968. Vous avez compris qu'en mai 1968, il y a eu une révolte étudiante très importante contre le pouvoir en place avec Charles de Gaulle comme président. Il y a eu de très nombreux affrontements entre les étudiants du quartier latin de Paris notamment et la police. Vous avez ici une photographie prise sur le boulevard Saint-Michel à Paris, juste à côté de la fontaine Saint-Michel. Et lors de ces affrontements, un personnage politique, alors un étudiant qui deviendra plus tard un personnage politique, s'est démarqué. Il s'agit de Daniel Cohn-Bendit. Alors vous connaissez peut-être aujourd'hui Daniel Cohn-Bendit, c'est un personnage politique français qui fait partie d'Europe Écologie Les Verts. Il a participé activement à ce mouvement de mai 68 en étant l'un des meneurs. Vous avez vu la dernière fois que Charles de Gaulle a été obligé de démissionner après ces événements et c'est Georges Pompidou qui lui succède de 1969 à 1974. Georges Pompidou est le seul président français à être décédé pendant son mandat. Puis c'est Valéry Giscard d'Estaing qui devient président de 1974 à 1981. Valéry Giscard d'Estaing est candidat pour un deuxième mandat, mais il ne sera pas réélu. Ce sera François Mitterrand qui deviendra président en 1981. Nous allons maintenant nous focaliser sur ce que l'on appelle les cohabitations. Le contexte en 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir jusqu'en 1995. C'est ce que l'on appelle l'alternance. En effet, les socialistes sont pour la première fois au pouvoir sous la Ve République. En 1981, la gauche est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais en 1986, de nouvelles élections législatives, donc à l'Assemblée nationale, sont organisées et la gauche perd la majorité. Donc 1981, François Mitterrand devient président de la République, mais en 1986, la gauche perd la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est extrêmement problématique pour faire voter des lois. Je vous propose une première activité sur la cohabitation de 1986. Je vais vous demander s'il vous plaît d'ouvrir votre livre à la page 160 et vous allez devoir comparer dans votre tête le résultat des élections législatives de 1981 et le résultat des élections législatives de 1986. Et vous allez comprendre qu'après 1986, nous entrons dans ce que l'on appelle la première cohabitation. Je vais donc vous demander de chercher la définition de cette expression, première cohabitation. Et vous allez devoir également me dire ce que doit faire le président dans ce cas-là. Quand il y a une cohabitation, que doit faire le président de la République? Donc je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à écrire ces éléments sur votre cahier. Alors, sous la Ve République, il peut y avoir des cohabitations. Il y a eu, pour l'instant, 3 cohabitations. Le président et le Premier ministre doivent cohabiter alors qu'ils ne sont pas du même bord politique. La cohabitation, vous l'avez compris, c'est quand le président de la République perd la majorité
à l'Assemblée nationale et il est obligé de nommer un Premier ministre qui reflète la majorité de l'Assemblée nationale. Donc, par exemple, avec la première cohabitation, c'était sous le président Mitterrand, entre 1986 et 1988. François Mitterrand, de gauche, a perdu la majorité. La majorité était détenue par la droite. Il a donc été obligé de nommer un Premier ministre de droite, c'était Jacques Chirac. Une deuxième cohabitation a eu lieu sous la Ve République, toujours avec François Mitterrand, de 1993 à 1995. François Mitterrand a été obligé de nommer un Premier ministre de droite, il s'agit d'Édouard Balladur. Et enfin, une troisième cohabitation sous Jacques Chirac, sous le président Jacques Chirac. Jacques Chirac perd la majorité, c'est la gauche qui arrive à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac est obligé de nommer un Premier ministre de gauche, il s'agit de Lionel Jospin. Donc je vous invite à noter ces trois cohabitations de la Ve République. Une nouvelle petite étoile, une défiance de la classe politique, une défiance croissante qui s'installe vis-à-vis de la classe politique. Les revendications de l'opinion publique sont de plus en plus fortes à partir des années 80 et parfois le gouvernement a du mal à y faire face. Alors cela se manifeste par exemple par la montée de l'abstention et par le vote protestataire pour les partis d'extrême droite ou d'extrême gauche. Par exemple, le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen, président du Front National, arrive au second tour de l'élection présidentielle. C'est une très grande surprise et un véritable choc pour une grande partie de la population, à tel point que Jacques Chirac est réélu président de la République avec 82,21% des voix. Alors vous trouverez en bas de cette vidéo un lien pour regarder l'annonce des résultats du premier tour quand Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se qualifient pour le deuxième tour. Je vous ai mis également une petite devinette. Si vous trouvez la personne qui est arrivée troisième dans cette élection présidentielle, je vous invite à m'envoyer la réponse sur Postclass. Face à cette défiance croissante qui s'installe, il est important de reconsidérer le rôle de l'État. Nous sommes dans un contexte particulier puisque il y a une ouverture progressive à la mondialisation. Il y a également la fondation de l'Union européenne. L'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui résulte du traité de Maastricht en 1992. Donc, à partir de 1992, nous allons vers un abandon progressif de la souveraineté. L'ouverture des frontières, c'est l'espace Schengen à partir de 1995, et également le passage à l'euro au début des années 2000. Donc cela peut parfois être mal perçu par l'opinion publique, qui s'inquiète. Donc, nous assistons progressivement à un recul de l'État. Par exemple, l'État va mettre en place des privatisations. L'État va mettre en place également ce que l'on appelle la décentralisation, à travers les lois Defferre de 1982 et 1983. Il s'agit de donner de plus en plus de pouvoir aux collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes, etc. En réalité, l'État se désengage à travers le transfert de compétences. Et cette politique s'intensifie dans les années 2000, ainsi que sous Nicolas Sarkozy qui a été président de 2007 à 2012. Donc face à la défiance de plus en plus importante, il est important de reconsidérer le rôle de l'État.
Deuxième activité, l'État s'engage pour la culture. Alors je vais vous demander simplement d'écrire le petit 3, quel rôle de l'État aujourd'hui. Et vous avez ici le nom de 3 présidents, Georges Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac. Ces 3 présidents se sont engagés pour valoriser le patrimoine en réalisant notamment de grands travaux. Je vais vous demander s'il vous plaît de chercher les grandes réalisations qui ont été faites par ces 3 présidents, ainsi que la fonction de ces bâtiments. À quoi servent ces bâtiments aujourd'hui? Vous pouvez jeter un œil si vous le souhaitez à la page 174. Aussi, un personnage important, Jack Lang, ministre de la Culture, eh bien, a lancé 2 manifestations culturelles qui sont aujourd'hui encore très célèbres. Je vous demande s'il vous plaît de chercher ces manifestations et de les noter sur votre cahier. La première a été créée en 1982 et la deuxième en 1984. Je vous invite également à mettre la vidéo sur pause. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.